70, le deuxième était... Bonjour mes petits loulous, que je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous êtes prêts pour une nouvelle saison des news du Commodore 64. Après cette longue pause, je me suis replongé dans l'actualité du C64 et j'ai trouvé quelques petites infos vraiment très sympas. Il y a encore de très belles choses à venir, mais aussi de très belles choses déjà disponibles et vous allez voir qu'il y a vraiment des jeux de grande qualité. Pour alléger un peu la charge de travail que j'ai quand je fabrique cette émission, j'ai volontairement enlevé la partie où j'annonce tous les jeux dont je vais vous parler. Avec le recul, je me suis aperçu que cette partie de l'émission ne servait finalement pas à grand chose. Plusieurs personnes m'avaient même déjà conseillé de l'enlever pour ne rien savoir à l'avance et de ce fait garder un effet de surprise. Et bien voilà chose faite. Parfois, quand j'aurai un sujet intéressant à traiter, comme je l'ai déjà fait dans la saison 1, où je vous avais parlé de mes magazines de l'époque, ou mes souvenirs de salles d'arcade par exemple, eh bien j'ajouterai ce contenu, comme l'année dernière, dans la première partie de l'émission. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la deuxième saison du Commodore 64. Bienvenue dans la 9e édition. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais rien que le titre me fait rêver. Island Adventure. Je me vois déjà partir à l'aventure, explorer des îles avec mon équipage à bord d'un navire comme ceux du XVIe siècle, à l'époque des grands explorateurs et des pirates. J'entends déjà le souffle du vent dans les voiles et le bruit incessant des vagues venant frapper la coque effilée de mon flamboyant vaisseau. Island Adventure est un jeu d'exploration dans lequel vous allez devoir discuter avec les différentes personnes que vous allez rencontrer et les aider à résoudre des défis sous forme de Picross ou nonogrammes. Si vous ne connaissez pas ce type de jeu, il s'agit tout simplement de découvrir un dessin en noircissant certaines cases d'une grille en fonction des indices logiques donnés sous forme de chiffres visibles sur les côtés de cette grille. Il vous faudra absolument résoudre chaque grille au fur et à mesure pour avancer dans le jeu. Le scénario du jeu est très simple. En tant qu'enquêteur, vous avez été demandé par la reine qui possède tout un groupe d'îles d'aller explorer quelque chose sur l'archipel. Le développeur du jeu, Carl Henrik, n'a pas été plus précis sur ce que nous allons devoir enquêter. Je pense qu'il a voulu garder ce détail secret ou tout simplement qu'il sera traité un peu plus tard dans le développement du jeu. Bref, nous voici arrivés dans Island Adventure et la première chose à faire sera de trouver un équipage et un bateau. Pour cela, je vais devoir discuter avec les différents personnages présents à l'écran et on me dit d'aller parler à la reine, ce que je fais de ce pas, mais une fois arrivé au château, la reine me dit de trouver un équipage avant d'espérer avoir un bateau. Je retourne donc dans la ville et je vais discuter avec un marin qui me propose ses services contre un défi. Ce défi remporté, celui-ci me conseille d'aller à la taverne afin de trouver un capitaine. Une fois sur place, le capitaine Bave m'interpelle et me confie qu'il ne cherche pas de nouvelles opportunités pour l'instant, mais si je l'aide à résoudre son énigme, il me rendrait un service. Vous l'avez compris, il va falloir résoudre un nouveau nonogramme pour enrôler le capitaine Bave dans notre aventure. Une fois le défi remporté, nous allons maintenant aller voir la reine et espérer enfin avoir notre bateau pour partir explorer les différentes îles de l'archipel. La reine me demandera de résoudre une autre énigme que j'ai réussi non sans mal et le voyage peut maintenant commencer. Voilà le principe de gameplay d'Island Adventure. Une fois débarqué sur la première île, pour pouvoir entrer dans les différentes villes, il faudra résoudre une grille imposée par leur administrateur. Il faudra alors continuer notre progression
pour pouvoir accéder à l'île suivante. Le jeu est encore en développement, mais la version de test que j'ai eue pour faire mes captures vidéo est déjà très prometteuse. J'adore le style graphique et la musique me fait penser à celle que l'on aurait pu entendre dans les tavernes bondées de pirates, tous plus alcoolisés les uns que les autres, chantant et braillant leurs grandes aventures de pillage, vantant leur bravoure et leur butin fraîchement gagné. Actuellement, le développement d'Island Adventure en est à 40% pour tout ce qui concerne le monde insulaire. Quant aux énigmes, le développeur m'a indiqué qu'il en était environ à 80%. La plupart du code est terminé, reste à remplir ce merveilleux monde avec d'autres endroits à explorer, donc du graphisme et du script pour les interactions. Il n'y a aucune date de sortie officielle pour l'instant, bien que Carl Henrik espère que le développement soit terminé d'ici environ 6 mois. Une éventuelle sortie en édition physique en cartouche dans une belle boîte est envisagée, mais je n'en sais malheureusement pas plus pour l'instant. Je ne manquerai pas de vous reparler de ce jeu au gros potentiel dès que j'en saurai plus. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi, mais dès le premier coup d'œil, Robot Jet Action m'a tout de suite fait penser à Bomb Jack. En effet, d'après Wislan de C64 Portal, l'équipe qui développe le jeu, Robot Jet Action est une sorte de crossover entre Bomb Jack et Manic Miner. Les méchants robots ont attaqué le Retro Gamesland et un seul robot pourra sauver les vieux jeux rétro. Et bien entendu, c'est vous, le seul robot, qui va avoir la lourde responsabilité de sauver les vieux jeux rétro. Bon, moi je vous préviens tout de suite, je vais pas risquer ma peau pour du Mario ou du Zelda, hein, vous êtes prévenus. Si c'est ça, moi je reprends mes savates et terminé bonsoir, hein. Le but est de collecter les étoiles sans toucher les ennemis et les objets tranchants du décor comme les pointes et les espèces de shurikens que l'on peut voir dans les premiers niveaux. Notre petit robot se déplace dans les airs grâce à des propulseurs. Il faudra les utiliser avec grande prudence car ils ont tendance à vite s'essouffler et dès que la barre à droite de l'écran arrive en haut, ils se coupent et il faudra attendre qu'elle redescende complètement pour récupérer leur pleine puissance. Les graphismes sont très colorés, les sprites sont tout simplement magnifiques et notre héros a vraiment un look très mignon avec sa grosse tête toute ronde. Il y aura en tout 5 mondes avec des thèmes graphiques différents comportant chacun 7 niveaux. Des niveaux spéciaux avec un boss sont prévus également. Le jeu est actuellement fini à 75% et il devrait sortir en boîte pour la fin de l'année avant Noël. Si vous avez aimé le très célèbre jeu de Firebird sorti en 1985 sur Commodore 64, je veux parler bien entendu d'Elite, alors Gates of the Ancient devrait très certainement attirer votre curiosité. En effet, on se retrouve, comme dans Elite, dans l'espace, dans un environnement 3D, mais on oublie la 3D fil de fer, car ici, les vaisseaux et autres objets spatiaux sont modélisés en 3D face pleine. Et oui, Ulrich Sigmund, le développeur, a ici réalisé une véritable prouesse technique en réussissant à faire tourner le jeu avec plusieurs objets 3D visibles en même temps sans qu'il n'y ait trop de ralentissement et en gardant un nombre d'images par seconde assez élevé pour que le jeu reste suffisamment jouable, et je peux vous garantir que ce n'est pas le point fort du 6510, le processeur du C64. Bref, passons à présent les détails techniques et intéressons-nous au jeu en lui-même. Les rumeurs sur une civilisation cosmique perdue appelée l'Ancien vous ont fasciné depuis votre tendre enfance et ont ouvert la voie à une carrière de commerçant de l'espace et d'explorateur. Puis un jour, lors d'un transport de fret routinier depuis l'étoile Toseti, vous croisez le chemin d'une étrange épave et à l'intérieur, vous trouvez un objet unique et envoûtant. D'après un spécialiste des civilisations quantiques multidimensionnelles, il s'agirait d'un trou de verre portable d'origine ancienne.
Aventurier que vous êtes, vous repartez dans l'espace et appuyez sur le bouton rouge brillant de votre artefact. Soudain, vous et votre fidèle vaisseau spatial êtes transférés dans une étrange galaxie inconnue. Aucune des constellations qui la composent n'est répertoriée dans votre ordinateur de navigation. Il va falloir maintenant retrouver le chemin du retour en suivant une séquence de sauts à travers des portails, mais pour cela, il vous faudra utiliser d'anciens artefacts que vous trouverez en parcourant le vide sidéral. Voilà donc le synopsis du jeu. Les commandes du vaisseau sont très réactives et il est possible de faire pas mal de choses comme activer un écran qui vous permettra d'avoir des informations sur les ennemis qui vous attaquent, savoir dans quelle galaxie et quel système on se trouve et aussi de voir le compteur du nombre de crédits que vous avez récoltés. Vous aurez accès à une carte de la galaxie, ce qui est plutôt utile pour savoir dans quelle zone vous êtes déjà passé. Il vous sera possible également d'upgrader votre vaisseau grâce aux containers laissés par les ennemis que vous avez abattus. Vous pourrez ainsi améliorer votre générateur, le blindage, les lasers, le système de propulsion, la possibilité de faire des hypersauts dans le système et pour finir, un accessoire très important, votre radar. Le développeur a pensé le jeu pour qu'il se passe toujours quelque chose. Il n'y aura donc pas de long temps mort d'errance comme dans Elite. Vous allez devoir explorer une série de galaxies et de systèmes, combattre des pirates, des extraterrestres, des robots pour rester en vie et devenir vous-même parfois un pirate et voler du matériel. Il vous sera possible également de faire des échanges ou d'acheter des améliorations dans des boutiques disséminées un peu partout dans les galaxies grâce à vos crédits que vous avez récoltés en tuant des pirates ou en désamorçant des champs de mines. Vous n'aurez qu'une seule vie dans ce jeu, mais grâce à un système de mots de passe ou à l'immortalité quantique, vous pourrez revenir autant de fois que vous le désirez et vous récupérerez même votre matériel. Le jeu est gigantesque et il vous faudra plusieurs dizaines d'heures pour le terminer. La qualité de réalisation de Gates of the Ancient est vraiment soignée et aurait vraiment mérité une édition physique en boîte, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Le jeu est terminé et est disponible sur le site itch.io au prix de 2$. Cerise sur le gâteau, le jeu est compatible avec la carte d'extension Super CPU, mais aussi avec l'Ultimate 64. Et regardez le résultat en boostant le CPU à 3 MHz. Night Knight est un de ces petits jeux très typés arcade, tout simple et pourtant tellement addictif, car dès que vous commencerez à y jouer, vous ne pourrez plus vous arrêter. Sir Bernard est maudit. La seule façon pour lui de pouvoir dormir est de parcourir les innombrables pièces de son château. Le but du jeu est donc d'aider Sir Bernard à marcher sur toutes les cases pour les activer, tout en évitant les créatures hostiles qui peuplent le château. Une fois toutes les cases activées, une clé apparaîtra et vous permettra de passer au tableau suivant. Mais il ne faudra pas traîner car vous avez un temps limité pour venir à bout des 80 niveaux. Petit détail important, par moment, des bonus de temps et des boucliers apparaîtront. Ils vous seront indispensables pour venir à bout des niveaux les plus difficiles. Tous les 10 000 points, vous serez gratifié d'une vie supplémentaire. Night Knight est sorti en 2019 sur MSX et c'est à Harris Cavalos que l'on doit ce magnifique portage très fidèle à l'original. Petite astuce, appuyez sur la touche P pendant le jeu, un code apparaîtra en haut à l'écran, tapez ce code sur l'écran titre du jeu et appuyez sur le bouton du joystick et vous redémarrerez votre partie au niveau où vous avez récupéré ce code. Et le mieux dans tout ça, c'est que le jeu est disponible gratuitement sur le site itch.io. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, alors sans plus attendre, allez vite le télécharger. Passons maintenant à He We Was Here DX. Dans ce jeu de type Run and Gun développé par Design Chaos, vous incarnez Barry.
prononcé Barry, un mouton cyborg envoyé depuis le futur pour défendre les verts pâturages d'une invasion de méchants extraterrestres, les Trazkists, commandés par le sanguinaire lézard Trazk. Le but du jeu sera de tuer un maximum d'extraterrestres et de récolter des charges que certains laisseront tomber avant de mourir. Une fois récoltées, ces charges alimenteront une jauge qui, quand elle sera pleine, ouvrira une passerelle qui permettra d'accéder au niveau suivant. À vous alors de vite la trouver avant qu'elle ne disparaisse. Et là, il faudra tout recommencer. Heureusement, pour vous faciliter la tâche, une flèche apparaîtra vous indiquant la direction du trajet le plus court pour atteindre votre but. Pour mener à bien votre mission, vous pourrez ramasser divers bonus qui vous permettront d'upgrader votre armement, d'augmenter la durée d'ouverture de la passerelle et bien d'autres choses encore. Une vie supplémentaire vous sera gracieusement offerte tous les 10 000 points. Vous devrez toujours être vigilant sur votre barre d'énergie car elle s'épuise dès que vous touchez un ennemi, lorsque vous vous déplacez et quand vous tirez. Si celle-ci arrive à 0, vous mourrez, mais heureusement, Chris, le développeur du jeu, a tout prévu. Vous pourrez remonter votre barre d'énergie en faisant quoi à votre avis? N'oubliez pas que vous êtes un mouton, certes un mouton cyborg, mais un mouton quand même. Alors vous n'avez toujours pas trouvé? Eh bien, pour faire remonter votre barre d'énergie, il vous faudra tout simplement brouter. Mais attention à ne pas être trop gourmand, sinon c'est la mort assurée. Sachez que tuer un ennemi rehaussera également cette jauge et plus vous avez d'énergie, plus Barry se déplacera rapidement. L'espace de jeu est réparti en 12 niveaux avec chacun d'entre eux un thème graphique complètement différent. Cela va des prairies verdoyantes entourées de montagnes en passant par un désert aride et des cactus à perte de vue, un décor hivernal parsemé de neige ou un sol presque lunaire avec un ciel cosmique en étoiles de fond. Pendant la partie, vous aurez le choix entre de la musique ou les bruitages. Si vous avez la chance de posséder un joystick avec 2 boutons indépendants, eh bien le jeu le prendra en compte et le bouton numéro 2 vous permettra de faire un double saut. Le développement et les tests sont terminés depuis le mois d'août. Le jeu est à présent chez Bitmapsoft, l'éditeur qui va s'occuper de la fabrication des cartouches, des manuels et des boîtes. Vous l'avez donc compris, Iwiwazir DX sera donc en version boîte, mais, petite précision selon Chris, uniquement en cartouche en édition très limitée. Pour la version dématérialisée, elle sera disponible en téléchargement sur le site designchaos.net et sûrement également sur la page itch.io de l'équipe de développement. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Même si de prime abord, on pourrait croire que Shock Red est un énième shoot'em up développé par l'éditeur Shoot'em Up Construction Kit, il n'en est rien. Et on s'en rend compte dès que l'on prend les commandes du vaisseau spatial avec lequel nous allons devoir nous frayer un passage en abattant les différentes salves d'ennemis et en passant les portails électriques. En effet, les commandes sont plus souples et on a moins l'impression d'être enfermé dans un système de contrôle rigide que l'on retrouve très souvent dans les jeux développés avec cet utilitaire. Pour venir à bout des 4 niveaux, vous ne disposerez que d'une seule vie, mais c'est grâce à votre bouclier et en faisant attention de ne pas toucher les ennemis et les différentes parties du décor que vous finirez le jeu. Même si vous ne vous en rendez pas vraiment compte dans cette vidéo qui ne lui rend vraiment pas justice, Richard Bayliss nous a programmé un jeu avec un scrolling d'une fluidité sans faille. Les graphismes que l'on doit à Hugues Poissereau sont très agréables et totalement différents d'un niveau à l'autre. Petit bémol tout de même pour ce jeu, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait quelques niveaux supplémentaires car j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à y jouer. Le jeu est disponible depuis le mois d'août gratuitement en téléchargement sur le site itch.io. Vous trouverez le lien comme d'habitude dans la description de la vidéo.
Petite news comme ça vite fait, je vous avais annoncé le développement de Soulless 2 en avril de cette année, et bien sachez que depuis le 1er septembre, les précommandes pour l'édition physique sont ouvertes chez Psytronic. Vous avez le choix entre la version USB en forme de cassette audio à 20 livres, la version collector disquette dans une belle boîte pour 40 livres, ou encore l'édition moins classieuse en disquette dans un boîtier cristal à 15 livres. Les envois sont prévus pour le mois prochain. Pour la version des maths, il faudra aller sur le site itch.io, vous pouvez la télécharger tout de suite pour 8$ hors taxe ou 9,59$, taxes comprises. Encore un clone de Pac-Man, me direz-vous? Eh bien oui, mais si je vous parle de celui-ci, c'est qu'il vaut le détour. On peut parler plutôt d'un clone de Pac-Man survitaminé. Luca Carminati, le développeur de Lady Pac, a voulu faire de ce jeu un hommage à la version arcade originale de Pac-Man. Avec tout de même des petits ajouts non négligeables, comme un générateur de labyrinthe aléatoire, ce qui rend le jeu beaucoup moins lassant à la longue, ainsi que des tableaux bonus pour casser un peu le rythme du jeu. Au final, on obtient un jeu très bien réalisé, les sprites sont bien modélisés et les animations sont parfaites, il y a plusieurs niveaux de difficulté et pas mal de bonus à récupérer tout au long du jeu. Lady Pac est pour moi la meilleure version du Pac-Man classique sur Commodore 64. Vous pourrez télécharger le jeu gratuitement sur le site csdb.dk, le lien vous attend dans la description de la vidéo. Je n'ai jamais vraiment su comment se prononcer le titre de ce jeu, mais vous rappelez-vous du très énigmatique jeu Scarabeus, édité en 1985 chez Ariolasoft? Dans ce jeu, on se retrouvait dans un labyrinthe à plusieurs niveaux à la recherche du Scarabeus, la fabuleuse émeraude du pharaon, mais aussi d'un antidote pour soigner une morsure mortelle d'une araignée venimeuse. Eh bien sachez qu'un projet de développement de Scarabeus 2 avait été commencé en 1986 par l'équipe qui avait réalisé le premier opus Andromeda Software. C'est le site Indie Retro News qui a relayé l'info en précisant qu'une preview du jeu était disponible sur le très bon site Games That Warrant. Si vous ne connaissez pas ce site, sachez qu'il contient une formidable base de données regroupant des centaines de projets de jeux qui n'ont jamais abouti. Pour en revenir à Scarabeus 2, seul le magazine anglais Zap 64 en octobre 1986 avait brièvement annoncé une suite en précisant qu'ils avaient vu le jeu et qu'il allait être sacrément bon. Finalement, le projet a été abandonné et c'est plusieurs dizaines d'années plus tard qu'une disquette faisant partie d'archives venant de Grieve Graphics, un développeur de jeux à l'époque, a refait surface. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que Thomas, la personne qui a récupéré cette fameuse disquette, a eu la très bonne idée de confier toutes les archives qu'il a récupérées à Genesis Project qui s'est chargé de la préservation de ce trésor. Ils ont aussi reconstitué le jeu pour qu'il puisse être exécutable sur le Commodore 64 et c'est grâce à leur précieux travail que je peux vous parler aujourd'hui de cette fameuse suite qui n'est jamais sortie et que sûrement personne n'a dû entendre parler. Alors le jeu en lui-même est à un stade très peu avancé. Les images parlent d'elles-mêmes, mais cette séquence 3D dans le labyrinthe est, je trouve, très spectaculaire. Dommage que ce jeu ne soit resté qu'à l'état de projet. Quant à savoir pourquoi Grieve Graphics s'est retrouvé en possession de cette preview, il se pourrait qu'à l'époque, Andromeda Software cherchait une autre équipe de développement pour terminer le jeu. Mais ceci est une autre histoire. En 1988 sortait la borne d'arcade Tetris, et je m'en rappelle très bien puisque j'étais au lycée et cette borne d'arcade était dans le café où nous traînions mes potes et moi quand nous séchions les cours. Je me rappelle aussi très bien de cette musique entêtante, reconnaissable dès les premières notes. Il y a eu des dizaines de clones de ce jeu sur C64, mais aucun n'arrivait à la cheville de la version arcade de chez Atari.
C'est maintenant chose faite grâce à l'équipe de Panorama qui a réalisé ici un véritable tour de force en sortant une version de haut niveau quasiment identique à celle de l'arcade. Tout y est, l'écran titre, tous les niveaux, toutes les musiques, les bruitages, sauf à la différence de l'arcade où vous les aviez en même temps que la musique, là il faudra choisir entre les deux. Mis à part ça, c'est du pur bonheur et on a presque l'impression de jouer sur la bonne vieille borne d'Atari. Le jeu est disponible gratuitement sur csdb.dk, le lien est déjà dans la description de la vidéo et il vous attend. Alors là mes petits loulous, croyez-moi, là je suis super content parce qu'il y a un développeur qui a démarré un projet qui m'intéresse énormément. Robert Wilson, qui a connu le jeu Hunchback à l'époque sur borne d'arcade et plus tard sur le Commodore 64, s'est dit un jour, tiens, si je refaisais Hunchback sur Commodore 64 en utilisant des techniques de codage modernes avec les systèmes de développement actuels. Ce jeu ayant des graphismes et des sons plutôt très basiques, il s'est dit qu'il pourrait vraiment être amélioré. Si vous ne connaissez pas Hunchback, je vous conseille d'aller voir mon let's play sur ce jeu. La première chose qu'il a fallu améliorer, c'est Quasimodo lui-même. Dans la version originale, Quasimodo porte des vêtements verts. Vous savez pourquoi ? Eh bien parce qu'au départ, les sprites du personnage étaient destinés à un jeu sur Robin des Bois qui fut finalement annulé et les développeurs ont récupéré les sprites pour les intégrer dans Hunchback. Robert Wilson a donc redesigné notre bossu et maintenant il ressemble vraiment au Quasimodo de la jaquette du jeu. Hunchback Redux sera en partie assez différent de l'original, contrairement à la version d'Océan. Dans cette future version, on verra notre héros depuis l'intérieur du château le long des remparts entre les tours de guet. Le but sera d'atteindre la tour principale à la fin du niveau. Dans le jeu original, on doit sonner la cloche à la fin de chaque écran, alors que là, il y aura une seule cloche dans la tour à la fin de chaque niveau. Pour le moment, Robert a prévu environ 10 écrans par niveau, puis 2 ou 3 écrans pour la tour à la fin de chaque niveau. Le jeu sera divisé en 5 ou 7 niveaux, tout dépendra du support sur lequel il sera diffusé. Il y aura des éléments du jeu original comme des flèches et des boules de feu à éviter, des chevaliers avec des lances et des épées, des obstacles à franchir ainsi que de nombreux extras qui ne sont pas dans la version originale. Il y aura également plusieurs niveaux de difficulté ainsi que le choix du nombre de vies. Les graphismes seront grandement améliorés, notre Quasimodo par exemple sera composé de 3 sprites et aura 5 couleurs différentes. Le développement du jeu n'en est qu'à son balbutiement, et il reste encore énormément de travail avant qu'il soit terminé. C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai pas beaucoup de visuels intéressants à vous montrer, et je vais suivre de très près le travail de Robert et je vous reparlerai de Hunchback Redux dans une prochaine émission dès que j'aurai du gameplay à vous montrer. Le jeu devrait être terminé pour le début du second semestre 2022. Affaire à suivre donc. Décidément, il s'en est passé des choses depuis la dernière émission des news du Commodore 64. Je vous présente ici Polar Bear in Space, dont voici la vidéo officielle promotionnelle. Dans ce jeu encore en développement, vous allez contrôler un ours polaire qui est bloqué dans l'espace. Vous allez devoir explorer une gigantesque station spatiale extraterrestre afin de trouver le transporteur qui est le seul espoir pour vous de rentrer au bercail. Mais pour pouvoir l'activer, il va falloir collecter les 99 cristaux nécessaires à son fonctionnement. Comme vous vous en doutez, cela ne sera pas une tâche facile puisque les extraterrestres feront tout pour vous en empêcher. Polar Bear in Space est un jeu de type shoot'em up plateforme rapide à l'action frénétique qui mettra vos nerfs à rude épreuve. Le jeu sortira prochainement, je n'ai malheureusement pas de date à vous annoncer, mais ce que je sais, c'est qu'il sera disponible en édition collector
dans une belle boîte brillante en version disquette chez Psytronic et en version cartouche chez RGCD. Le Kickstarter du fameux livre sur Mastertronic dont je vous avais parlé dans les news de mai 2021 a été repoussé au mois de novembre. En effet, l'éditeur Fusion Retrobooks avait déjà beaucoup de projets en cours. Il était donc plus judicieux de retarder un peu le Kickstarter et ainsi pouvoir s'occuper pleinement du projet le moment venu. J'espère qu'il ne sera pas retardé davantage car je suis vraiment très pressé de posséder enfin un livre intéressant sur cette société mythique qu'était Mastertronic. Si vous êtes plutôt du genre à réparer vous-même vos Commodore 64, vous devez sûrement posséder une cartouche Dead Test qui permet de détecter par exemple les rames défectueuses ou d'autres circuits intégrés déconnant sur la machine. Eh bien sachez qu'une nouvelle cartouche de diagnostic beaucoup plus évoluée est désormais disponible. Il s'agit de la SysTest 64. Cette cartouche est équipée d'un écran OLED, d'un Arduino Pro Micro et d'un bouton qui permet de choisir ce que l'on veut tester sur la machine. Grâce à cet écran, il vous sera possible également d'avoir un retour d'information même si votre Commodore 64 n'affiche plus rien à l'écran. Il vous sera possible aussi de vérifier la tension 5V à plusieurs endroits stratégiques comme le CPU, le VIC2, la RAM ou le PLA. La cartouche est équipée également d'une EEPROM de 64K dans laquelle il y aura tout un tas de programmes qui vous permettront de tester le clavier, les joysticks, des paddles, la souris, le SID, la qualité de l'affichage avec différentes mires, bref, une super cartouche vraiment complète que je vais sûrement me commander. Mais elle n'est pas vendue prête à l'emploi. Vous ne pourrez acheter que le kit de PCB directement sur le site uni64.com, je vous ai mis le lien direct dans la description de la vidéo, et devoir commander l'ensemble des composants vous-même, c'est-à-dire souder tous les composants, transférer le programme qui est fourni dans l'Arduino et enregistrer les programmes des différents tests dans l'EEPROM de 64K. Pas d'inquiétude, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Tous les fichiers nécessaires sont fournis ainsi qu'une liste des composants avec leur emplacement sur les PCB et une notice d'utilisation. Voilà un petit montage qui sera bien sympa à réaliser. Sachez que Chris Wilkins, et oui encore lui, a ouvert le Kickstarter du livre ZAP 64 annual 2022 depuis le 13 septembre et qu'il devrait se terminer aux alentours du 10 octobre avec une livraison prévue pour décembre. Donc ne traînez pas trop si cela vous intéresse. Si vous ne connaissez pas cet ouvrage, sachez que les ZAP 64 annual sont des rétrospectives des moments forts de l'actualité du Commodore 64 durant l'année écoulée. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la page du Kickstarter, vous verrez qu'il y a plein d'offres et de packs différents. Vous pourrez même choisir si vous préférez le format A5 ou A4. Une ultime news de dernière minute mes petits loulous. J'étais en train de rédiger mon script pour la vidéo des news que vous êtes en train de regarder en ce moment même et une info vient de tomber. Une adaptation sur C64 du hit d'arcade planétaire de Namco sorti en 1981, Galaga. Il faut absolument que je vois ça de plus près pour vous en parler si ce jeu en vaut la peine. Eh bien regardez par vous-même. Galaga n'est jamais sorti officiellement sur Commodore 64, il n'y a toujours eu que des adaptations libres et pas toujours de qualité. Mais alors là, les ennemis déboulent dans tous les coins, aucun ralentissement, on a bien le scrolling d'étoiles en fond d'écran, les phases de bonus sont bien là aussi, bref, on se croirait vraiment sur la borne d'arcade. Alors oui, parfois on pourra détecter un petit scintillement de sprite, mais vu le nombre de choses qui bougent en même temps à l'écran, il ne faut pas s'étonner que votre bon vieux Commodore 64 arrive parfois à la limite de ses capacités techniques. Néanmoins, cela ne dégrade absolument pas le gameplay du jeu. Et le bonus dans cette histoire, c'est que vous allez pouvoir jouer à deux en même temps en mode coopération, ce qui n'était pas possible à l'époque sur la borne d'arcade d'origine sur laquelle on devait jouer chacun son tour. Courez vite télécharger votre Galaga sur le site itch.io, il est gratuit et le lien vous attend dans la description de la vidéo.
Et voilà, c'est déjà terminé, mais soyez-en sûrs, on se retrouve dans un mois pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux du Commodore 64. En attendant, je vous conseille de regarder cette magnifique démo que j'ai calée juste après le générique de fin. En attendant, vous pouvez reprendre une activité normale. Quant à moi... Pour le pouvoir et la gloire de la lumière noire, je me retire.